Sam, merci d'avoir accepté de faire cette interview sur ma chaîne. Tu as 41 ans et t'as commencé à investir dans l'immobilier il y a à peine quelques années, 5 ans, hors du coup résidence principale. Dans la vie, tu m'as dit que t'étais fonctionnaire et pourtant t'es quand même propriétaire aujourd'hui de 2 immeubles, de 16 lots au total, et tu es en cours d'achat d'une résidence principale rentable, accolée à un cabinet médical, donc ça c'est hyper intéressant, et ça te ferait monter à 20 lots. Ton parcours, je trouve qu'il est hyper inspirant et je me suis dit que c'était exactement le genre de retour d'expérience que j'aimerais proposer sur ma chaîne. Comme toujours, on va parler sans tabou avec des chiffres et du concret. C'est un nouveau format, mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, j'en referai certainement. Donc n'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et comment t'en es arrivé à vouloir te lancer dans l'immobilier locatif? Tout d'abord, merci Caroline pour l'invitation. Je suis ravi d'être là, d'intervenir sur ta chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Sam, comme tu l'as dit, donc j'ai 41 ans, je suis fonctionnaire. Plus précisément, je suis responsable de site scolaire. Je suis pacsé, j'ai 3 enfants, j'ai pas de formation en immobilier ou en finance. Je viens pas d'une famille d'investisseurs. Mon parcours, il est très classique. J'ai acheté ma RP en 2015, je l'ai acheté 295 000 euros. En 2020, je l'ai revendu pour 410 000 avec une belle plus-value et probablement c'est la première fois que je me suis dit qu'il y avait un truc à faire dans l'immobilier. À ce moment-là, on a acheté notre seconde RP à 720 000 euros en VFA. Pour ceux qui connaissent, le VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement. On a acheté sur plan et on a été livré fin 2022. Moi, à cette époque, mes revenus, ils avaient beaucoup augmenté, mes impôts aussi, et donc j'ai cherché une solution pour défiscaliser et c'est comme ça que je suis tombé sur le Pinel que j'ai signé et c'est avec ça que j'ai signé mon premier investissement locatif en 2021. Alors justement, j'ai entendu beaucoup de débats au sujet des investissements en Pinel et la plupart du temps les retours ne sont pas si bons que ça. J'ai l'impression que les investisseurs perdent de l'argent. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a donné pour toi et ta conclusion sur le dispositif? Dans mon cas, l'appartement, je l'ai acheté environ 226 000 euros. Il a été livré en 2023. Pour donner les chiffres, il était loué 700 euros par mois. J'avais une agence, c'était un truc un peu clé en main. Et elle prenait 8% de frais de gestion. Dans les bons mois, elle me reversait à peu près 620 euros. Mais j'avais régulièrement plein de frais. Ce qu'on me reversait, c'était beaucoup moins. Des fois, j'avais 500, des fois 400. J'arrivais pas trop à comprendre. Moi, c'était la première fois que j'avais un investissement locatif. Par contre, en face, j'avais des charges. Elle faiblissait pas, hein. 900 euros de crédit, l'assurance, j'avais des charges de 270 euros par trimestre, une taxe foncière. Donc au final, moi j'avais un effort d'épargne qui tournait autour de 350 euros par mois. Déjà ça c'était le premier problème. Le deuxième, moi c'était que ma situation fiscale elle avait changé. Quand j'avais signé, on avait un enfant, je payais pas mal d'impôts. Quand j'ai été livré 2 ans plus tard, on en avait 3. Et donc quand on a 3 enfants et qu'on est en couple, on a 4 parts fiscales et donc je payais beaucoup moins d'impôts. Donc la réduction d'impôts qui était promise, elle devenait beaucoup moins utile parce que plus intéressant, c'est plus ce que je pouvais défiscaliser. En parallèle, la gestion, elle s'était compliquée. Le conjoint de ma locataire, il avait été interpellé dans l'appartement pour trafic de drogue. La police a défoncé la porte. La locataire, elle voulait plus rester là. Elle souhaitait partir. Son père, qui était garant, était très sérieux et c'est bien la première fois que j'ai eu un garant. C'est pas forcément ce que je recommande, mais pour le coup, lui, il a été très sérieux. Il a pris son rôle à cœur. Il a pris en charge toutes les réparations. Il m'a rendu l'appartement dans un état nickel. J'étais pas entré encore définitivement dans le dispositif Pinel. Ça se fait à la première déclaration d'impôt, donc l'année suivante. J'avais loué dans les conditions au départ. Et donc là, une fois qu'elle était partie, j'ai décidé de basculer le bien en LMNP. Une agence locale, elle m'avait dit que je pourrais en tirer 800 à 850 euros maximum. Moi, j'étais un peu sceptique. Donc après ameublement, j'ai pu louer le bien à 970 euros charges comprises. Depuis décembre 2025, j'avais 2 locataires qui sont partis, elles étaient restées 1 an et demi. Et il est reloué à 1090 euros. Et donc je suis passé d'environ 350 euros d'effort par mois à un cash flow positif d'environ 150 euros sur ce bien-là. Donc moi, ma conclusion, elle est simple sur le dispositif Pinel. Les biens rentables, il y en a très peu. On vous fait payer un bien qui est surcoté, en tout cas au niveau du prix, puisqu'ils intègrent l'avantage fiscal. C'est pas un mauvais investissement en soi dans l'absolu, mais c'est pas une réduction d'impôt qui va sauver une opération qui est peu rentable. Il faut d'abord acheter un bon bien, et on le fait pas pour des raisons fiscales. C'est ça surtout que j'ai appris. Ouais, non, ton retour il est hyper intéressant. Et tu m'as d'ailleurs dit que c'était cet investissement-là qui t'avait donné envie de te lancer du coup pour l'immobilier pour de vrai. Est-ce que tu peux nous dire de quoi se compose aujourd'hui ton patrimoine brièvement? Et on rentrera dans les détails après, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Oui, justement, moi, quand j'ai eu cette première expérience, j'ai meublé l'appartement, j'ai fait de la peinture à l'intérieur. Bon, c'était un appartement qui était quasiment neuf, il avait plus d'1 an, mais en tout cas, l'expérience de faire ça, d'aller chercher les meubles, de les monter et de louer un bien qui était très beau, ça m'a donné envie de continuer. Et donc, je me suis formé seul à l'été 2023. J'ai lu des livres, j'ai lu Père riche, Père pauvre,
de Robert Kiyosaki, j'ai lu des livres sur l'investissement locatif de Julien Delagrandane, d'autres de Quentin Agnières. J'ai beaucoup consommé des podcasts YouTube et des retours d'expérience d'investisseurs. Et à ce moment-là aussi, j'avais besoin de suivre un peu mon patrimoine. Je savais pas où j'en étais. J'ai utilisé Finari pour ça. Et aujourd'hui, mon patrimoine, il se compose j'ai ce T2-là, il est en Île-de-France, il est loué en LMNP. J'ai un premier immeuble que j'ai acheté en avril 2025. Lui, il est plutôt dans le Grand Est. J'ai un deuxième immeuble en Nouvelle-Aquitaine, lui, que j'ai acheté en août 2025. Donc, dans la même année, ils sont espacés de quelques mois. J'ai acheté des SCPI aussi à l'époque où je voulais pas entendre parler d'immobilier quand ça se passait pas très bien avec mon Pinel. Je voulais de l'immobilier parce que mes expériences avec ma RP, ça m'avait dit qu'il y avait quelque chose à faire en immobilier, mais l'immobilier oui, mais pas la gestion chronophage. Donc j'ai acheté 120 000 euros de SCPI à crédit. Ça me semblait être un bon compromis à l'époque. On a notre résidence principale actuelle et comme tu l'as dit en préambule, on a un projet de nouvelle résidence principale avec 4 cabinets médicaux. Donc voilà, ça fait 15 biens locatifs, 16 avec la résidence principale et on a un patrimoine brut qui ressort autour d'1,9 million pour 650 000 net quoi, à peu près. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour acheter du coup ton premier immeuble? Parce que je t'avoue que en tant qu'investisseuse débutante, moi j'ai acheté que 2 appartements, donc c'est sûr que acheter un immeuble tout de suite ça me paraît assez inaccessible. Oui, alors ça l'est pas tant que ça, hein. Il y a des appartements en Île-de-France qui valent largement des immeubles en province. Donc moi après le passage réussi de mon T2 en LMNP, je me suis dit que je pouvais viser plus grand parce que l'expérience elle m'avait bien plu et surtout j'ai appris qu'on pouvait aussi s'enrichir avec l'immobilier. Donc à partir de l'été 2024, je me suis mis à chercher un immeuble. Au départ, je suis passé brièvement avec une société clé en main, mais les résultats ils m'ont pas plu, j'ai pas aimé l'expérience, donc j'ai vite arrêté. J'ai préféré faire mes recherches seul. Pour ça, j'ai utilisé un outil qui est un agrégateur d'annonces qui s'appelle Leadbox. Et en fait, c'est un outil qui va agréger toutes les annonces de tous les sites. Tu vas pouvoir faire des recherches avec des critères comme tu vas chercher une rentabilité, tu vas chercher un prix au mètre carré, tu vas pouvoir simuler la fiscalité, tu vas pouvoir simuler aussi un financement et tu vois tout de suite, tu as une vision ensuite de l'annonce et des loyers que tu peux pratiquer, le cash flow que tu peux en tirer, etc. C'est pas parfait, mais ça te donne une bonne vision en tout cas d'un bien sur sa rentabilité ou pas. Donc j'ai visité beaucoup, j'ai connu plusieurs refus. Moi je pensais qu'en période de crise, parce qu'à l'époque c'est ce que nous martelaient les médias encore aujourd'hui, je pensais que le marché serait favorable, mais je pensais que les bonnes affaires elles seraient faciles à faire, mais en réalité les investisseurs ils sont présents sur tous les bons dossiers, peu importe les périodes. Puis j'ai repéré un immeuble dans le Grand Est, premier immeuble dans une petite ville. Lui, il était affiché à 270 000 euros, il comprenait 6 appartements, un local commercial, il y avait 7 lots au total, environ 3 500 euros de loyer, ce qui donnait un rendement brut de un peu plus de 15%. Donc sur le papier, il était top. J'ai appelé la conseillère, j'ai calé une visite, j'avais demandé tous les documents en amont, j'avais tout examiné, tout était OK sur le papier. La veille de la visite, elle m'appelle pour annuler en me disant que il y a des acheteurs qui ont fait une offre au prix. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cet immeuble. La veille, on me dit que c'est fini. Je prends 5 minutes pour accuser le coup et je me dis non, ça peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Je m'étais formé, évidemment, dans tous ces mois. J'insiste sur la formation, c'est hyper important. Et moi, j'avais déjà une offre prête dans mon téléphone. Il fallait juste que je change les éléments, les critères et tout. Donc, je rédige une offre. J'appelle l'agente et je lui dis écoutez, je comprends, il y a une offre au prix. Moi, je vous fais une offre aussi. Si vous pouvez la transmettre aux vendeurs, après c'est eux qui choisissent. Et je fais une offre à 275 000 euros, une offre 5 000 euros plus chère. Et donc l'agent, elle était un peu déboussolée, elle me dit j'ai jamais eu ce cas de figure, vous savez, nous c'est une petite ville, quand il y a une offre, il y a une offre, le bien est bloqué, c'est terminé quoi. Elle me dit je vais voir avec les vendeurs, elle me rappelle 10 minutes plus tard, c'était les 10 minutes les plus longues de ma vie. Et en fait elle me dit les vendeurs veulent bien maintenir la visite de demain, parce qu'ils sont assez intrigués que vous fassiez une offre sans avoir vu le bien. Donc grâce à ça, j'ai bloqué la visite, elle a confirmé ce que j'avais vu, tous les documents et les photos que j'avais vues. J'avais pas pu tout visiter parce que il y avait des locataires qui n'étaient pas présents. Il y avait un appartement que j'ai pas pu visiter sur les 7, mais j'ai décidé de confirmer mon offre et au final les vendeurs ont choisi notre dossier parce que on avait un profil plus rassurant et on avait un apport aussi plus important sur le papier. Je précise bien sur le papier parce que j'avais noté sur le papier l'apport maximal qu'on pouvait donner. C'était vrai, c'était ce qu'on avait. Et par contre, c'est pas du tout ce que je voulais mettre. Mais en tout cas, ça rassurait les vendeurs qu'il y ait un apport aussi important. Donc voilà, c'est l'achat du premier immeuble. Au final, en plus, l'agence, elle m'a rappelé pour me dire écoutez, les vendeurs acceptent votre offre. Par contre, est-ce que vous pouvez nous refaire une autre offre parce que vous avez fait une offre à 275 et légalement, on peut pas vendre un bien au-dessus du prix du mandat. Donc au final, j'ai en plus économisé 5 000 euros. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de mon premier immeuble. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous
nous dire combien ce bien te rapporte et nous donner du coup le cash flow en détail, tous les chiffres que tu veux bien nous partager? Ouais, bien sûr, pas de souci. Comme j'ai dit, le prix d'achat c'était 270 000 euros. À pleine occupation, le bien il rapporte 3 500 euros. Je dis à pleine occupation parce que quand tu as 7 lots, forcément tu peux avoir du turnover. Sur celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez stable. Ça fait 42 000 euros par an. Donc le rendement brut, il est autour de 15%, 15,5 ou 6, un truc comme ça. Brut, hein, je précise. Moi, j'ai un crédit total d'environ 292 000 euros parce que j'ai intégré une part de travaux dedans. Et le financement, j'ai eu un financement à 3,17%, ce qui me semblait élevé hein, à l'époque, mais quand on regarde les taux à l'heure actuelle, c'est encore plus haut. Donc voilà, finalement, il faut attendre, quoi. La mensualité, elle est de 1450 euros, à peu près assurance incluse. Comme j'ai dit, j'ai réalisé 22 000 euros de travaux. Ces travaux, ils n'étaient pas nécessaires, mais pour moi, ça amenait des choses en plus. J'ai remplacé 3 cuisines sur des T1 bis qui elles étaient pas belles. Enfin, c'était des cuisines très basiques. Et j'ai fait un ravalement de façade parce que la façade, elle était un peu fatiguée. Puis c'est quelque chose qu'on voit tout de suite quand on passe devant. Donc ça a été les principaux travaux que j'ai fait. J'ai eu un financement à 100%, pas 110. J'aurais bien aimé, mais la banque voulait aussi que je participe. Donc j'ai financé les frais de notaire. Eux, ils étaient autour de 22 000 euros à 22 500 à peu près. Sur le papier, l'écart entre les loyers et le crédit, ça dépasse 2 000 euros, mais c'est pas mon cash flow net. Faut retirer les charges, donc la taxe foncière, l'assurance, l'entretien, la comptabilité, les éventuels gestes commerciaux aussi que je peux faire. Par exemple, le local commercial, lui, il est resté vacant 6 mois quand j'ai acheté l'immeuble. J'ai trouvé un commerçant ensuite qui voulait s'installer. Je lui ai accordé une baisse de 30% pendant les 6 premiers mois pour l'aider à démarrer son activité. Et en intégrant tout ça, le cash flow aujourd'hui, il est d'environ 1 500 euros par mois. Moi, je le gère en direct, cet immeuble, parce que je voulais connaître les charges, je voulais connaître ce qu'était la gestion d'un bien avec plusieurs lots. J'ai pas du tout de syndic, c'est moi le syndic. Et c'est ce qui est le plus confortable, hein. Dès qu'il y a un poste de dépense à faire, du coup, c'est moi qui arbitre. C'est pas le cas de mon deuxième immeuble, mais en tout cas, celui-ci, j'ai pas pris de syndic. Du coup, ça me fait une bonne transition sur le deuxième immeuble, parce que tu t'es dit qu'après une affaire rentable, t'avais pas envie de t'arrêter là. Et dans la foulée, tu m'as dit que tu avais enchaîné avec un deuxième immeuble. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour celui-ci? Et pareil, revenir sur les chiffres, si tu veux bien nous les donner aussi. Ouais, bien sûr. J'avais signé le premier immeuble. J'étais dans la période de compromis. Donc, j'avais signé en janvier 2024. Donc, je devais signer l'acte authentique en avril. Entre les deux, j'ai un agent immobilier qui m'appelle en mars. Je m'étais positionné sur un immeuble en novembre et j'avais pas été retenu parce que j'avais fait une offre légèrement plus basse que d'autres acheteurs, pardon. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu leur financement. Donc, en mars 2025, l'agent m'a rappelé. C'était un agent avec qui j'avais eu un bon contact. Et si je peux donner un conseil, c'est ça, c'est toujours avoir un bon contact avec des agents immobiliers parce que quand on a un profil intéressant et quand on a un bon feeling, des fois on peut visiter un bien, ça marche pas, mais par contre le lendemain, une semaine après, un mois après ou autre, l'agent il peut rentrer des nouveaux biens et il peut penser à vous. Ça peut être une super affaire comme ça peut être une mauvaise, mais en tout cas c'est comme ça qu'on va tisser un lien et un réseau. Donc voilà, je conseille toujours d'avoir de bonnes relations et c'est ce que j'avais fait. Cet agent il m'a appelé pour me dire que le bien est revenu sur le marché mais qu'il n'avait pas encore mis en ligne et il me demandait si j'étais toujours intéressé. Moi j'avais un immeuble en compromis, donc j'ai dit oui, je suis toujours intéressé dans l'absolu. Je savais même pas si je pouvais le financer ou pas, donc je dis oui. Je retourne le voir quand même parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Donc c'était un immeuble de 7 lots aussi, lui qui se situe en Nouvelle-Aquitaine. Il est dans une ville plus importante que le premier. Elle fait 30 000 habitants. Elle a le TGV qui est relié à Paris. Ça c'est un vrai plus. 7 lots, comme j'ai dit, 6 studios, un T3 en duplex. Et le bien, il est affiché à 295 000 euros. Moi, initialement, j'avais fait une offre à 270 000 euros. Et les autres acquéreurs avaient fait une offre à 275. C'est ce qui avait été accepté. Donc là, quand l'agent est revenu vers moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis toujours intéressé. Par contre, mon offre à 270 000, c'était il y a 4 mois. Aujourd'hui, c'est plus le prix. Donc, j'ai essayé de négocier. J'ai fait une offre à 250, puisque j'étais seul sur le dossier. Donc, j'ai tenté. Et on s'est mis d'accord sur un prix à 261 000 euros. Donc, c'était un peu un entre-deux. Belle négociation quand même. Ouais, par rapport au prix initial et même par rapport à mon offre, j'ai encore gratté. Ouais, c'était intéressant. Donc, ce bien-là, il génère 2650 euros de loyer. Donc, ça fait 31 800 par an. Le rendement brut, il est d'environ 12%. J'ai un crédit dessus de 261 900 euros. J'ai pas fait de travaux. Il nécessitait aucun travaux. C'est un bien qui avait été rénové 2 ans avant par une investisseuse. Elle avait refait la toiture, elle était nickel. Elle avait créé des logements, elle avait refait tous les autres. Donc, le bien, il était nickel. Et j'ai juste aujourd'hui quelques petits travaux, de VMC, de choses comme ça. Mais en tout cas, quand je l'ai acheté, j'avais pas besoin du tout d'en faire. J'ai eu un taux à 3,09%, un petit peu mieux que mon premier immeuble. J'ai une mensualité qui est autour de 1330 euros.
Contrairement au premier, celui-là, j'ai confié la gestion à une agence parce que, comme je l'ai dit, sur les 7 lots, il y a 6 studios. Des studios, c'est pas mal de turnover quand même. J'en ai que 3 sur le premier. C'est des T1 bis en plus, donc c'est plus grand qu'un studio. Pour ceux qui savent pas, un T1 bis, c'est un mini T2 en fait. On a une grande pièce de vie et on a une cuisine qui est une pièce séparée. Donc du coup, ça donne l'impression que c'est un petit T2, alors que dans un studio, on a tout dans une même pièce. Et j'ai surtout des étudiants sur cette typologie de biens. Chaque été, ça tourne, il y a un turnover. Donc moi, je suis assez loin. Je peux pas faire des allers-retours pour gérer les visites. Donc je l'ai confié à une agence. Il n'y a pas de secret. C'est moins bien géré que moi en direct. Quand j'ai des départs, la vacance, elle est plus importante. Moi, quand j'ai un départ de mon côté, le jour où j'ai quelqu'un qui part, j'ai quelqu'un qui rentre. Parce que j'ai anticipé, j'ai mis des annonces, j'ai répondu, j'ai rassemblé les documents, j'ai fait le tri dans les candidatures. Une agence, elle a votre bien parmi d'autres. Donc sa priorité, c'est pas forcément vous. Et c'est pas sur la location qu'ils se font le plus d'argent. Pour ces 2 achats, la question qui me vient, c'est comment est-ce que tu as fait pour obtenir les financements? Est-ce que déjà tu as tout acheté en nom propre? Est-ce que tu es passé par ta banque, par un courtier? Enfin, en gros, est-ce que tu peux nous dire comment se sont passés les négos? Alors, les 2 immeubles, je les ai achetés en nom propre, effectivement, comme mon premier T2, en indivision avec ma compagne. Pour les 2 financements, j'avais d'abord contacté des courtiers, 3 courtiers différents. Sur les 3, il y en a 2 qui m'ont dit clairement que les dossiers passeraient pas. Donc ils n'ont pas donné suite. Le troisième, il m'a demandé tous les documents. Je lui ai donné assez rapidement. Tout est prêt. Quand je fais un rendez-vous bancaire, quand je vais chez le notaire, j'ai tous mes documents, tout est dans mon téléphone, j'ai le cloud, tout est ok. Donc je lui ai transmis tout ça. Il m'a fait poireauter pendant des jours, voire des semaines. Il me donnait pas de nouvelles. Quand je le contactais, il me disait qu'il était en attente. Bref, ça a rien donné. Il m'a fait poireauter pour rien parce que le dossier, il était pas simple pour lui. Donc j'ai décidé d'aller voir moi-même les banques. J'étais armé de mon dossier bancaire que j'avais fait avec une présentation soignée. Pour le premier email, j'avais consulté 2 banques. Les 2 ont accepté. La première, c'était pas ma banque. La conseillère, elle était assez enthousiaste. Elle avait bien aimé ma présentation. Elle m'a même dit que c'était la première fois qu'on lui présentait un bien comme ça. Mais finalement, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle pouvait pas financer parce qu'ils finançaient pas des biens en dehors de la région. Et donc du coup, c'est ma banque principale qui a financé le premier bien. Ça a été assez rapide. Ils ont dit oui tout de suite. Et pour le deuxième, j'ai sollicité une autre banque. Je voulais pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier. Et pareil, cette banque, elle m'a dit oui assez rapidement. Et je me suis arrêté là. J'ai pas mis d'autres banques en concurrence. J'avais un oui, donc c'était go. La leçon pour moi, elle est claire. Un refus de courtier, ça signifie pas qu'un financement est impossible. C'est surtout que le courtier, il va aussi dimensionner sa charge de travail et sa difficulté. Quand il a beaucoup de dossiers, s'il prend beaucoup de dossiers difficiles, il va pas s'en sortir. Donc il doit privilégier. Il n'y a pas mieux que soi-même pour défendre son projet. Donc moi, je l'ai appris. Et c'est pour ça que voilà, en me formant, j'ai aussi appris à faire un dossier bancaire et dedans je mettais tout. J'ai mis notre situation, j'ai mis le bien, les détails des lots, les loyers, les baux, le rendement, notre patrimoine, nos revenus, la stratégie globale et j'ai mis quelque chose qui paraît assez accessoire, mais j'ai mis des photos de l'immeuble et des appartements parce que les conseillers et les banques en fait ils voient rarement ce qu'ils financent. Ils ont rarement de photos, c'est assez abstrait pour eux et donc là quand j'ai mis des photos c'était très parlant, c'était concret et donc comme je l'ai dit la conseillère elle avait beaucoup apprécié. Elle pouvait mieux comprendre le projet et le défendre plus facilement aussi auprès des services qui étaient au-dessus d'elle qui prenaient le relais. Évidemment il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un achat avec une banque, la conseillère c'est un commercial, enfin c'est une commerciale. Donc une banque elle demande des contreparties. Moi pour le premier immeuble, en plus du prêt que j'ai souscrit avec eux et de l'assurance emprunteur évidemment, j'ai dû prendre une prévoyance, j'ai dû prendre l'assurance P&O de la banque qui était beaucoup plus chère que celle que j'avais trouvée de mon côté. Pour le deuxième immeuble, j'ai dû prendre la P&O évidemment, j'ai dû ouvrir des comptes et j'ai dû prendre des assurances vie pour mes enfants parce que c'était la contrepartie. Donc c'est une négociation, mais il faut se dire que ça fait partie du jeu. C'est une relation commerciale, c'est gagnant-gagnant. Donc il en faut pour soi, il en faut aussi pour la banque. Il faut les intégrer au coût réel du financement parce qu'un taux attractif, il peut aussi cacher des produits annexes qui sont coûteux. Donc il faut aussi bien prendre tout ça en compte. Mais voilà, moi sur les conditions, voilà, j'ai regardé la durée, j'ai regardé si je peux avoir un différé, si les travaux pouvaient être financés. Je regardais voilà le coût de l'assurance, les frais de dossier, même si ça c'est des choses qu'on peut négocier. Je regardais aussi les indemnités de remboursement anticipées. Voilà, on prend sur 20 ans, 25 ans. C'est jamais dit qu'on reste jusque-là. C'est pas forcément ce qui est conseillé d'ailleurs. Moi, en dernier, j'ai regardé le taux. Le taux, c'était pas ce qui m'importait. Moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir mon financement. Le principal conseil que je peux donner, c'est voilà, quand on arrive pour demander un financement à une banque, il faut venir avec des convictions. Il faut venir avec un dossier quasi professionnel, qui soit rassurant. Pas avec uniquement une annonce Le Bon Coin, parce que c'est trop léger. Et quand on est primo-accédant sur un investissement locatif, c'est pas ce qui va rassurer notre interlocuteur. Comme
comme quoi aussi c'est possible d'acheter un immeuble sur 25 ans. Parce que souvent on se dit que quand on veut faire du locatif sur 25 ans c'est inaccessible. Et toi t'as réussi à le faire du coup sur tes 2 immeubles. Sur mes 2 immeubles et sur mon T2. Mon T2 aussi, il est sur 25 ans. Il y a des avantages, après, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Évidemment, quand on est sur 25 ans, on a des mensualités qui sont plus basses. Par contre, on rembourse moins de capital. Quand on est sur 20 ans, on s'enrichit plus vite. Quand on est sur 25 ans, on a des mensualités plus basses, donc on a un cash flow qui peut être un peu plus important. Donc c'est des stratégies différentes. Les deux sont intéressantes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi, je préfère étaler la durée. Je préfère prendre quelque chose tout de suite plutôt que hypothétiquement quelque chose plus tard. Et pour finir juste sur la partie immeuble et après on passe à la suite, si tu devais donner tes meilleurs conseils pour acheter un immeuble, ce serait quoi? Quels sont les critères, les choses à regarder si on veut pas se planter, quoi? Ouais, les critères, moi j'en ai quelques-uns. On le dit toujours, d'abord c'est l'emplacement, c'est les 3 critères, s'il y en avait 3 à retenir. Et c'est vrai, vraiment, c'est l'emplacement qui a une part hyper importante. L'emplacement et la demande locative réelle qu'il y a sur l'endroit, sur le lieu où on veut acheter. Quand je veux un immeuble, là, je regarde le nombre de lots. Le type de lot aussi, ça joue beaucoup. Quand on a trop de studios, il faut aussi s'attendre à avoir pas mal de turnover. Est-ce qu'on est prêt à l'assumer? Je regarde l'état technique du bien aussi. Quand je vais visiter, je regarde la toiture, c'est important. La façade, l'électricité, la plomberie. Pour moi, c'est un no-go total quand j'ai un compteur d'eau, un compteur d'électricité pour 4, 5, 6, 7 biens, c'est pas possible. Donc il y a 7 biens, il y a 7 compteurs, il faut les vérifier. Je regarde l'état des parties communes aussi. Le DPE, des diagnostics, c'est des mines d'informations. Il y a beaucoup d'éléments dedans qu'on peut faire vérifier. Si on sait pas lire un DPE, si on sait pas lire un diagnostic, faut pas hésiter à se faire aider de l'IA aussi. Aujourd'hui, on a des modèles qui interprètent très bien là-dessus et peuvent nous faire des synthèses, et quand on est novice, ils peuvent nous dire les points d'alerte, les choses qui sont bonnes, les choses qui sont à surveiller. Je regarde les baux. Souvent quand on achète un immeuble, on l'achète occupé. C'est rare d'avoir un immeuble qui soit vide. S'il est vide, il faut aussi se poser des questions. Quand on l'achète occupé, faut regarder les loyers encaissés. Est-ce qu'il y a pas d'impayés? Profil aussi des locataires. Est-ce qu'il y a de la vacance? Il faut pas juste acheter un rendement Excel, parce que souvent un rendement élevé, ça peut cacher soit des travaux importants ou soit une très mauvaise demande locative. Voilà, faut faire attention à ça. Par moment aussi, faut savoir acheter au prix. La négociation, c'est ce qu'on nous martèle, mais des fois, sur un bien qui est affiché avec une rentabilité de 15% au prix, il faut pas se poser 15 questions. À un moment, le prix il est bon. Il faut arrêter de vouloir être toujours trop gourmand, parce qu'après, il y a quelqu'un qui peut se positionner au prix et derrière, vous avez rien, quoi. On va passer maintenant à une autre partie de ton patrimoine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet avec ta résidence principale, du coup, que tu achètes avec ta partenaire? Moi, personnellement, tu m'as convaincue de cette idée de résidence principale rentable. C'est quelque chose que je connaissais absolument pas. Depuis que tu m'en as parlé, en fait, je me suis dit que c'était très malin, parce que le logement, c'est le principal poste de dépense qu'on a, et c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Donc est-ce que tu veux bien nous partager ta vision à ce sujet-là? Ouais, bien sûr. Ouais. Effectivement, la résidence principale, c'est le même constat, hein, c'est notre plus gros poste de dépense. Et moi, sur mes précédentes résidences, j'avais pas de partie louée, mais ma manière de voir le logement, elle a évolué au fil de mes acquisitions, de mes formations. Quand on a acheté notre première résidence principale en 2015 à 295 000 euros. On l'a revendu 410 000 en 2020. On avait acheté un appartement en VFA. Aujourd'hui, on était toujours sur des appartements. On a 3 enfants. On avait envie d'aller sur une maison. J'avais des nouveaux critères qui étaient différents de ce que j'avais avant. Avant, c'était un bel emplacement. C'était une surface plus grande. C'est toujours le cas. Je veux toujours un bel emplacement. Je veux toujours une surface toujours plus grande. Mais par contre, je voulais aussi que ma résidence principale, elle me génère des revenus. Un revenu au moins. Et donc, une fois que j'avais signé mon deuxième immeuble en août 2025, dès la rentrée au mois de septembre, je me suis dit, je vais me mettre à rechercher une maison pour ma famille. Et donc j'ai cherché, j'ai visité, et je cherchais des maisons avec des dépendances, avec des parties qui pouvaient être louées ou qui étaient déjà louées. Et à ma grande surprise, ça existe, il y en a pas mal. C'est plus facile évidemment à trouver sur des maisons que sur des appartements. Ou alors quand on est sur des appartements, c'est nous qui devons créer ça. J'en ai trouvé, ça répondait pas forcément à mes critères, parce que la vie de famille, la séparation n'était pas forcément bien faite. Et en janvier 2026, je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin. Et je les connaissais par cœur, les annonces. Tout ce qui arrivait, ça passait dans ma toile. Donc cette annonce, elle venait d'apparaître. Je suis tombé dessus un soir. Bon, là, sur la résidence principale, on est sur des sommes qui sont beaucoup plus élevées. Le bien, il était affiché à 998 000 euros. Ce bien, j'ai réussi à le négocier à 900 000 euros, une baisse de 10%. Sur 1 million, c'est beaucoup. Mais il y avait des sujets travaux. Et puis, c'est un bien qui se compose d'une maison qui fait un peu plus de 160 mètres carrés. Il y a une partie
professionnel, donc qui fait 90 mètres carrés. C'est un cabinet médical. Il y a 4 cabinets dedans. C'est pas une typologie de maison qui est pour monsieur et madame tout le monde. C'est aussi pour ça que ça nous a permis de négocier. C'est que nous, on avait un profil investisseur. Moi, c'est avec cette casquette-là que je suis arrivé sur le bien. J'ai dit qui j'étais, j'ai dit voilà ce que j'avais en dehors. Je fais un petit préambule sur la négociation, mais la négociation, elle tient à pas mal de facteurs. Donc voilà, quand on fait une visite, tous les éléments qu'on va repérer, c'est des éléments qui peuvent être des arguments pour notre négociation. Mais ce qu'on dit très peu, la négociation aussi, elle tient à une chose. Elle tient à la concurrence qu'on a. Il y a négociation que si la concurrence est faible à côté. Évidemment, si on a un bien, on est 50 dessus, il n'y a pas de négociation. Soit on l'achète au prix, soit on est le plus offrant. Mais en tout cas, la négociation, elle est entravée. Donc, faut aussi l'avoir en tête. Des fois, la négociation, c'est pas possible et c'est pas systématique. Sur celui-ci, c'était possible. Un bien, comme j'ai dit, avec 4 cabinets médicaux, il y en a 3 qui sont loués actuellement. Le 4e, il n'avait pas été mis en location parce que le vendeur vendait. Il savait pas ce que les acquéreurs allaient faire de ce bien-là, s'ils allaient maintenir la location ou pas. Donc, il y a un potentiel de 3200 € de revenus par mois, puisque le 4e cabinet, il peut être loué 900 €. Donc, moi, l'idée, c'était que les cabinets viennent réduire fortement, voire annulent complètement la mensualité de la résidence principale. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est pas forcément simple. C'est pas forcément simple au niveau du financement. Il y a des travaux. Sur un bien comme celui-ci, il y a des questions d'urbanisme. Il y a de la régularisation au niveau du cabinet médical à faire. Il y a des questions de fiscalité aussi. Et puis, il faut bien séparer tout ce qui est d'ordre de la vie privée et de l'investissement locatif pour pas que les deux s'entrechoquent. Donc, c'est pas une recette magique, mais moi, je trouvais ça assez intéressant de transformer une partie de la résidence, en tout cas de la partie de la principale dépense de notre ménage en actif productif. Et là, t'en es où par rapport à cette maison? T'as signé le compromis, c'est ça? Ouais, je suis en plein compromis, je suis dans le financement, c'est plutôt bien parti, on est en attente de l'édition des offres de prêt. Ok. J'ai hâte que ça se concrétise, j'ai hâte d'être dans les travaux parce qu'on a un gros budget travaux, hein, on a 100 000 € de travaux sur ce bien-là, mais c'est pour faire un truc très sympa. À ce budget-là, moi j'ai pris des architectes, hein, à un moment, voilà, on peut pas s'improviser, architecte, plombier, électricien, voilà. Il y a des métiers pour tout, on a un truc qui est sympa à venir, donc j'ai hâte d'y être. Et du coup, ça m'amène un peu à la question d'après. Qu'est-ce que t'as comme autre projet immobilier pour la suite? Est-ce que t'en as? Pour l'instant, c'est de finaliser ma résidence principale. Je suis motivé à aller chercher un 3e immeuble. Ça me tente bien parce que les 2 premiers se passent plutôt bien. Donc j'ai bien envie d'aller rechercher un 3e. Celui-ci, il se ferait entièrement aussi avec ma compagne qui était un peu réticente sur les 2 premiers. C'était pas son truc. Elle m'a fait confiance, mais voilà, elle suivait ça de loin. Moi, elle a vu que ça fonctionnait bien, donc elle est prête à se lancer aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Quand on investit en couple, c'est aussi une dynamique différente que quand on est seul. Ça, c'est aussi une nouvelle aventure que j'ai envie de mener. Et puis en parallèle, moi, je veux augmenter la part des autres investissements que j'ai, la part en bourse notamment, par exemple en ETF. Je suis très exposé à l'immobilier aujourd'hui. Donc voilà, moi, à l'horizon de 5 ans, j'aimerais dépasser les 2 millions d'euros de patrimoine brut. On n'est pas très loin, mais j'aimerais franchir ce cap. J'aimerais atteindre le million net. On est un peu plus loin là pour le coup, et j'aimerais bien générer environ 4 000 € de revenus passifs, ce qui serait un bon seuil pour moi et ce qui me permettrait aussi de pouvoir ralentir professionnellement. C'est un peu les objectifs que je me fixe à horizon 5 ans, j'espère les atteindre, je fais tout. En tout cas, c'est bien parti. Ouais, je vais dire que je suis dans la bonne voie. Avec le recul, est-ce que tu as des regrets par rapport à certains de tes achats? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait autrement, mis à part du coup le premier appartement au Pinel? Pinel, oui, c'est sûr que c'était pas l'idée du siècle. Je m'en sors pas mal. Ce qui va faire mal, ça va être la revente. Comme je l'ai dit, j'ai limité la casse avec un petit cash flow. Mais au moment où je vais le revendre, ça va faire bizarre parce que, comme je l'ai dit, on achète plus cher un Pinel de l'ordre de 20 à 30% du prix du marché. Donc, pour rentabiliser la vente, il faut des années. Donc, évidemment, il y a le Pinel, ouais. Et puis moi, ce que je regrette et ce que j'ai appris aussi, c'est au fur et à mesure, c'est d'avoir un peu trop fait confiance aux intermédiaires. J'avais confié ma recherche d'immeuble au départ à une agence. Alors, je sais pas si c'était un mauvais choix d'agence ou l'idée était pas la meilleure. J'avais aussi une agence qui gérait mon premier immeuble, enfin mon deuxième immeuble, pardon. Ça l'a pas fait. C'était mon intermédiaire. Je leur avais délégué la gestion. Ça se passait pas bien. J'ai dû changer. Sur mon premier immeuble, j'avais une personne aussi que j'avais engagée qui gérait le ménage, une personne qui était pas du tout recommandable, qui était malhonnête, qui venait pas travailler, qui volait le matériel, des artisans aussi que j'ai engagés qui étaient difficiles à relancer. Mon principal enseignement, c'est que quand on délègue, ça signifie pas qu'il faut abandonner le contrôle. Il faut toujours relancer les gens, il faut être derrière eux. En tout cas, aujourd'hui, en reprenant le contrôle, voilà, j'ai géré, je sais ce que c'est, ça me permet de mieux vérifier le travail de l'agence, d'un artisan.
d'un conseiller, parce que mon Pinel, c'était aussi un CGP qui me l'avait conseillé. Voilà, tous les intermédiaires que j'ai pu avoir, il faut être sachant dans les choses qu'on vous conseille. Il y a très peu de gens qui sont là pour vous enrichir. Qu'est-ce que justement tu dirais à toutes les personnes qui disent aujourd'hui que l'immobilier n'est plus rentable ou que c'est impossible de faire de l'argent en immobilier sans devoir faire de gros travaux? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je peux que être en désaccord avec ça. L'immobilier, bien sûr qu'on peut être rentable, il n'y a pas de secret, il faut beaucoup chercher. Même pendant une période de crise, il y a toujours des opportunités. J'ai constaté que peu importe le marché, il y avait de la concurrence. Il y a des marchés qui sont favorables aux vendeurs, il y a des marchés qui sont favorables aux acheteurs. Des fois on est l'un, des fois on est l'autre. Donc il y a toujours des opportunités à saisir. Moi je pense que c'est pas forcément le Graal ou la martingale d'aller sur des biens avec 50, 100, 200 000 euros de travaux. Moi c'est pas ce que j'ai fait. Mes 2 immeubles ils étaient déjà en bon état. Sur le premier, comme j'ai dit, j'ai refait 3 cuisines, une façade. Le deuxième, les travaux ils sont assez réduits. Aujourd'hui je suis en train de faire des travaux de ventilation et d'aération. Et donc voilà, la rentabilité elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir du prix, elle peut venir du nombre de lots, des loyers, du financement, de la fiscalité qu'on choisit, de la bonne gestion aussi qu'on peut avoir, parce qu'une mauvaise gestion elle peut aussi plomber les finances. De mon côté, moi j'ai tout appris seul. J'ai utilisé des podcasts, j'ai utilisé beaucoup de vidéos comme les tiennes par exemple, qui sont des mines d'informations et qui sont gratuites. Les livres, les forums, c'est des choses qui m'ont aidé à me structurer, qui m'ont aidé à me former. Le savoir, il est à portée de main. Il faut aller le chercher. Des fois c'est payant, des fois c'est pas payant, mais en tout cas il est disponible. Et se dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. Le temps on l'a toujours. C'est juste une question de priorité. Quand on a un objectif, eh ben on se focus là-dessus, on s'y met et on y va et on apprend énormément et voilà. Et justement, tu m'avais dit que tu as écrit un livre pour parler de ton parcours. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Où est-ce qu'il est dispo? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, j'ai écrit un livre, il s'appelle Mon premier immeuble. C'est le livre que j'ai cherché partout quand j'ai commencé en 2024, quand j'ai commencé à chercher mon premier immeuble. Et c'est le livre que j'ai pas trouvé. Il y avait plein de contenus pour moi qui vendaient un peu du rêve. Il y avait des formations à 1000 euros, à 2000 euros, des promesses de liberté financière en 12 mois. Je voulais un vrai retour d'expérience brute de quelqu'un comme moi, un salarié qui a un travail prenant, qui a 3 enfants, qui a pas de fortune familiale, pas d'héritage. Alors du coup, comme je l'ai pas trouvé, je l'ai écrit aujourd'hui. Ce livre, il retrace toutes les étapes de mon premier immeuble dans l'ordre où je les ai vécues. La recherche, l'analyse, les annonces, les visites, les offres refusées, la négociation, le financement, les diagnostics, les travaux, la mise en location. Chaque étape, je donne mes chiffres, mes erreurs, les doutes que j'ai eus, tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer. Et si vous dites que l'immobilier c'est pour les autres, c'est pas pour moi avec mon salaire, c'est exactement pour vous que j'ai écrit ce livre. Donc il est disponible sur Amazon, en Kindle ou en papier. Vous tapez Mon premier immeuble, Sam Castel. Je pense que Caro vous mettra le lien en description. Ce qui me fait sourire là-dedans, c'est qu'en 2023, moi je me formais en écoutant ce genre d'interview comme on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis de l'autre côté du micro et ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, il faut se lancer. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton partage. C'était hyper intéressant. Voilà, beaucoup de chiffres, beaucoup de concret. C'est exactement le genre de contenu que j'adore partager, tu le sais. Et je me dis que je pense que ça peut aider plus d'une personne qui souhaite se lancer dans l'immobilier. En tout cas, j'espère. Si vous avez des questions dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à les poser. Je pense aussi que tu te feras un plaisir de répondre si jamais il y a des questionnements ou autres. Et comme je le disais, je mettrai le lien dans la description pour télécharger du coup le livre de Sam si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps. C'était avec plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas. Comme tu as dit, je réponds aussi à toutes les questions. J'ai un Instagram aussi s'il y en a qui veulent aussi me contacter et discuter librement. Moi j'ai rien à vendre, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit à part mon livre évidemment, mais en tout cas voilà, je vends pas de conseils, je vends pas de formation, c'est juste un retour d'expérience et puis quand on a quelqu'un qui peut nous donner quelques tips, c'est avec plaisir. Merci à toi. Merci Caro, à bientôt.